Bonjour à tous, bienvenue dans Politique Matin. Nous sommes ensemble pendant 1 heure pour vous informer sur toute l'actualité politique et parlementaire. Et pour en parler, nous recevons ce matin Luc Carvounas. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député socialiste du Val-de-Marne. Avec vous, nous allons parler du Conseil national du PS qui s'est tenu ce week-end. Un Conseil national qui a voté à 85% l'opposition au gouvernement. Alors cela implique-t-il que tous les députés socialistes ne votent pas la confiance? Quelles conséquences pour ceux qui brigueraient l'interdit? Enfin, nous verrons comment vous envisagez l'avenir du Parti socialiste et si vous voulez vous consacrer à sa reconstruction. Oui, ça va mieux, lançait François Hollande un an trop tôt. Mais c'est maintenant que le sursaut a lieu et c'est son successeur, Emmanuel Macron, qui peut en profiter. Emploi, cette fois, c'est vraiment reparti, titre Le Parisien aujourd'hui en France. Une première depuis la crise de 2008 et qui devrait perdurer. Selon les prévisions, 222 000 emplois apparaîtront sur le marché du travail en 2017. Grâce à la croissance qui repart enfin, elle devrait atteindre 1,6% cette année contre 1,1 en 2016. Or, comme le rappelle Christian de Boisseux, un professeur à Paris 1, 1,5% de croissance, c'est le seuil à partir duquel ça commence à frémir. Du côté de l'emploi, qui dit plus emploi dit moins de chômage. En 2017, devrait passer à 9,4% de la population active, soit 0,6 points. Luc Carvounas, est-ce que ce sont les efforts de François Hollande qui sont finalement en train de payer? Bien sûr. Vous voyez qu'on a bien travaillé quand même pendant 5 ans pour arriver déjà à ces résultats-là. Mais moi, je l'ai toujours dit, quand vous m'interrogiez sur ce plateau, que les feux étaient au vert et c'était les feux macroéconomiques qui le disaient, les experts. Voilà, donc tant mieux pour le pays. Tant pis pour nous, tant mieux pour le président élu. J'avais toujours ce doute en me disant peut-être que François Hollande sera Schröder en remettant en place les structures et les réformes qu'il fallait. Le plus important, c'est que ça profite aux Françaises et aux Français et que le pays se redresse. Si ça porte ses fruits, ça veut dire qu'il faut aller plus loin et peut-être faire cette loi travail qui est en préparation. Oula, comme vous y allez. Écoutez, moi j'entends de la part de La République En Marche la main sur le cœur nous dire mais on l'a dit pendant la campagne présidentielle qu'on ferait la réforme du Code du travail par ordonnance. On a le droit, quand on est parlementaire, j'étais sénateur, aujourd'hui je suis député, de rappeler qu'un texte aussi important que le Code du travail doit être discuté au Parlement. C'est aux parlementaires de devoir apporter leur vision de la société. Parce que vous parlez de flexi-sécurité. Il y aura une loi d'habilitation, une loi de ratification. C'est pas suffisant, selon vous, pour améliorer ce texte? C'est pas suffisant parce que dans le Code du travail, il y a évidemment la sécurité de l'emploi, la formation professionnelle, mais il y a aussi des questions extrêmement importantes de société, sur le rapport du travail au dimanche, les questions de laïcité au travail. Et ça ne va pas être discuté par des politiques, par les représentants du peuple. Ça va être organisé donc par la c'est haute plus administration. la forme que vous contestez, les ordonnances, non, que le fond. Là, on est sur du fond. Encore une fois, un texte aussi impérieux que celui-là, s'il n'est pas discuté au Parlement. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi le premier message que le président de la République adresse à sa majorité de 308 députés? Alors, j'ai bien compris qu'ils sont très disciplinés, jusqu'à même lever la main pour élire un président. Ça, c'est retour au soviétisme et on va nous expliquer que c'est le nouveau monde. En tous les cas, le premier acte politique de ce président, c'est de ne pas faire confiance à sa majorité, c'est de leur dire « Vous n'avez pas beaucoup d'expérience, vous allez encore attendre un petit peu pour en avoir parce que c'est pas votre affaire, c'est l'affaire de la haute administration qui va préparer le texte. » Bon, c'est pas ma conception de la vie politique française. En tous les cas, je continuerai à le dire, à le marteler. C'est très inquiétant pour la suite du fonctionnement, y compris dans le mode de faire. Alors, on poursuit cette revue de presse. Ahmed, dans les colonnes de La Voix du Nord maintenant, le ministre de l'Éducation nationale lève le voile sur les réformes à venir. Oui, permettre à tous de savoir lire, écrire, compter et respecter autrui. C'est l'ambition du nouveau ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Objectif 100% de réussite en CP. Pour les réseaux d'éducation prioritaire. Le ministre a affirmé que les 2200 classes de cours préparatoires CP dans les réseaux d'éducation prioritaire renforcés, créés à la rentrée prochaine, seront abondées par un recrutement de 2500 enseignants sur 4000 créations de postes. Nous en consacrerons 2500 en dédoublement des CP en raison d'éducation prioritaire renforcée, a assuré le ministre, évitant qu'on déshabille Pierre pour habiller Paul pour ces classes de 12 élèves maximum. Par ailleurs, affirme le ministre, nous continuerons à mettre en œuvre le plan plus de maîtres que de classes avec moins de professeurs dédiés, a dit le ministre. Nous faisons coexister les deux dispositifs pour pouvoir les évaluer et avancer, a-t-il ajouté. Jusqu'à présent, les études nationales et internationales ont montré une efficacité des dispositifs de dédoublement, mais pas de dispositifs comparables
capable à plus de maîtres que de classes. Le ministre est attendu aujourd'hui, après-midi, dans une école primaire de Tourcoing, où il va lancer l'opération Un livre pour les vacances, en Hauts-de-France, en distribuant aux élèves de CM2 des exemplaires des fables de La Fontaine. Plus 2500 postes à la rentrée pour ces classes préparatoires dans les réseaux prioritaires. Finalement, c'est une politique de gauche là que mène Emmanuel Macron. Moi, je suis très content que le nouveau ministre de l'Éducation nationale, qui est 11e en rang protocolaire, ce qui montre aussi quelle éducation dans ce gouvernement en termes de priorité, comprenne qu'il faut créer des postes. Je rappelle que quand il était numéro 2 de l'Éducation nationale, mais du côté de la haute administration, c'est lui-même qui a cassé 80 000 postes dans l'Éducation nationale. Nous, pendant 5 ans, on a créé 60 000. Mais on nous annonce 2500 postes. Vous êtes heureux qu'aujourd'hui ça s'inverse? Non, mais bien sûr, nous annonce 2500 postes, mais c'est loin d'être assez par rapport à ce dédoublement de classes dans les zones sensibles. Les experts disent qu'il faut au moins 14 000 à 15 000 postes. Donc, pas déshabiller Paul pour habiller Jacques, mais c'est exactement ce qui va se passer. Faut en être conscient. Moi, je suis l'élu d'une académie, l'académie de Créteil, extrêmement sinistrée. Pour la première fois la rentrée prochaine, nous allons être enfin dotés de beaucoup de créations de classes parce qu'on a fait justement le boulot ces 5 dernières années. Et puis, donnons un exemple concret. Je suis encore maire d'Alfortville pour quelques jours. 4 classes. Il faut que je crée 4 classes. À quel moment l'État me donne les moyens, moi qui ai construit 2 écoles en 5 ans, pour comment on dédouble alors finalement? On laisse je sais pas, j'ai entendu des députés de La République En Marche nous dire qu'il fallait mettre des paravents dans les classes. Si c'est ça la nouvelle façon d'éduquer nos enfants, je suis extrêmement inquiet. Non mais en termes de moyens matériels, les maires, nous n'avons pas les moyens de créer ces nouvelles classes. L'État ne nous donne aucun signal pour les construire. Comment va-t-on faire? Ah si, moi je sais très bien comment on va faire. On va aller prendre sur les lieux dédiés bibliothèques, salles informatiques. C'est comme ça que ça va se passer. Parce qu'on ne va pas créer des espaces... Donc on ne déshabille pas pour habiller Jacques, c'est ce que Donc on vous dites ce matin. déstructure des espaces de vie pour les élèves, et puis on n'a pas assez de profs pour faire ce travail-là. Que si on l'affirme, très bien, moi j'ai pas de problème, au contraire. Mais alors on nous dit il faut 15 000 postes et pas 2500, et on me dit, par l'Association des maires de France ou par n'importe quel moyen, quelles sont les dotations que l'État va donner à des villes comme la mienne pour construire ces classes. On termine avec le dessin du jour, Ahmed. Oui, rentrée parlementaire, loi travail, audit financier de la France. Le gouvernement Philippe passe ses premiers tests cette semaine, avec déjà des décisions importantes à prendre pour réduire les déficits. Ça inspire CAC dans l'opinion, réforme la majorité, entre dans le dur selon l'opinion. C'est maintenant que ça devient sérieux. François Hollande qui passe le relais à Emmanuel Macron, le bâton de relais façon bâton de dynamite. La dynamite, ce sont les déficits et l'emploi. Un peu essoufflé notre François national. Allez Manu, courage, on y est presque. Merci Ahmed pour cette revue de presse. On poursuit l'actualité avec à droite les divisions qui s'affichent au grand jour. Xavier Bertrand a jeté un pavé dans la mare ce week-end dans le journal du dimanche. Il renonce à briguer la présidence des Républicains à l'automne et dénonce la dérive droitière de Laurent Wauquiez. Le secrétaire général critique ses aigreurs. Nathalie Guilloire. Xavier Bertrand a décidé de régler ses comptes avec la droite en pleine campagne pour la présidence du parti Les Républicains. Mais le président des Hauts-de-France y renonce déjà et s'explique dans une interview au JDD. Il dresse l'état des lieux de son parti. C'est une fracture terrible qui reste ouverte. En réalité, il n'y a plus grand-chose de commun entre nous. Nous continuons à vivre ensemble, mais ça fait bien longtemps qu'on ne s'aime plus. Sa cible, Laurent Wauquiez. Il l'accuse de courir après le Front National. Durant l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes avait refusé d'appeler explicitement à voter pour Emmanuel Macron contre Marine Le Pen. Il réplique sur Twitter. Ne laissons pas les médiocres aigreurs nous détourner du seul objectif qui compte, la reconstruction d'une droite fière de ses valeurs. Le groupe Les Républicains est en crise. Face à cette situation, le député Éric Woerth appelle tout le monde au calme. Et je pense qu'on peut vivre ensemble. Je pense encore qu'on peut vivre ensemble. Aujourd'hui, on est en train, il y a ce vrai risque d'essayer de s'isoler dans autant de chapelles qu'il y a de petites lignes politiques. On doit au contraire essayer de travailler ensemble. Ça ne veut pas dire qu'on va partir en vacances ensemble. Suite à la campagne présidentielle, la droite est de plus en plus divisée. Objectif pour le parti aujourd'hui, sa recomposition politique avant le congrès du mois de novembre. Week-end studio à l'Assemblée pour les tout nouveaux députés de La République En Marche. Ils ont participé à un séminaire de formation. Ils ont également élu leur nouveau président de groupe, l'ancien ministre de la Cohésion des Territoires, Richard Ferrand, à l'unanimité, moins 2 abstentions. Vianney Laurin. C'est un peu leur week-end d'intégration. L'occasion pour les 308 députés de se rencontrer et de prendre leur marque.
Je vais y arriver, moi je suis déjà viré. Au programme, débats, travaux en groupe et réunions d'information pour apprendre à s'organiser au sein d'un groupe parlementaire et recueillir des conseils techniques sur leur nouveau travail. C'est à la fois studieux et très sympathique. Je crois qu'il y avait beaucoup d'envie de bosser. Tout le monde a envie de rentrer, de s'y mettre et en même temps de se découvrir parce que c'est dans ces moments-là qu'on constitue un groupe qui sera solide pour traverser toute la suite du quinquennat. L'occasion aussi de candidater pour les postes clés de la législature, présidence de commission, questeur ou encore perchoir. Mais surtout, élire le président du groupe à l'Assemblée. Sans surprise, Richard Ferrand, seul candidat, l'emporte à la quasi-unanimité, seulement 2 abstentions. Une évidence pour de nombreux députés. C'est quelqu'un qui a une carrure et un charisme impressionnant, quelqu'un de très intelligent et moi je ne voyais personne d'autre comme président de groupe. Il n'y a pas de présomption de culpabilité dans ce pays, il y a une présomption d'innocence il me semble, il n'est pas mis en examen, il a été réélu député de manière extrêmement claire et nette, il a été élu à la présidence du groupe de manière extrêmement claire et nette. Prochain rendez-vous demain matin pour désigner le candidat du groupe au perchoir. 3 députés, dont 2 femmes sont en lice. Et puis Marc Fesneau a été élu président du groupe MoDem à l'Assemblée nationale après le renoncement de Marielle de Sarnez. Il veut représenter les vrais constructifs aux côtés du groupe majoritaire. On l'écoute. Nous sommes les 2 piliers de ce qu'a va être la construction de la majorité présidentielle, En Marche d'une part et le MoDem d'autre part. Puis d'autres formations qui se disent constructifs et on verra comment ils jouent les choses dans le quinquennat qui s'ouvre. Et le mandat qui s'ouvre, mais en tout cas nous, on vient acter le fait que nous sommes bien dans la majorité présidentielle, c'est une surprise pour personne. On doit venir avec notre diversité et nos différences et en même temps apporter ça au pot commun pour que les choses puissent avancer dans le pays. Ce week-end, le Conseil national du PS a décidé à une large majorité de se placer dans l'opposition à Emmanuel Macron. Le groupe socialiste, réduit à 30 députés, devrait donc voter contre la confiance au gouvernement Philippe. Mais certains ne veulent pas suivre la consigne. Bastien Auger. C'est un parti vaincu et divisé qui a réuni son Parlement samedi à la Maison de la Chimie pour définir son identité. Le Conseil national a voté pour que le Parti socialiste soit dans l'opposition. Nous sommes clairement, le Parti socialiste est clairement dans l'opposition au gouvernement d'Édouard Philippe. Et qu'en conséquence, il ne pouvait pas voter, il ne voterait pas la confiance au gouvernement. Une formulation qui permet un vote contre. Dans toute sa lucidité, dans toute sa clairvoyance, le peuple de gauche reconnaît ce gouvernement comme celui finalement qui est inféodé au patron, au lobby, et non pas à la base populaire qui est la nôtre historiquement. Mais la porte est aussi ouverte à ceux qui préconisaient l'abstention. Ce n'est pas faire injure au gouvernement d'Édouard Philippe et à Emmanuel Macron que de s'abstenir en disant voilà, nous regardons vos propositions et nous regardons le travail qui sera la vôtre pour la France. Quant aux quelques députés qui ont annoncé leur souhait de voter pour la confiance, l'idée de les exclure ne fait pas l'unanimité. On n'exclut pas. Je crois qu'on n'est plus en position d'exclure. Il faut être humble. Il faut respecter chacun. Mais je considère que ceux qui vont voter pour la confiance mercredi prochain se mettront en dehors du Parti socialiste. Un parti qui doit se trouver de nouveaux chefs après la démission de Jean-Christophe Cambadélis. Une direction collégiale doit être mise en place le 8 juillet. Luc Carvounas, est-ce que vous faites partie des 85% qui ont voté pour être dans l'opposition à Emmanuel Macron? Bien sûr, mais ce que je trouve incroyable, alors que nous sommes passés de 288 députés socialistes à, dans cette 15e législature, 29 députés plus 2 apparentés, on se pose encore la question de savoir si on est dans l'opposition, la République En Marche, qui a cherché à nous effacer de l'échiquier politique. Mais il faut que mes camarades se ressaisissent. Vous êtes dans l'opposition, vous ne voterez pas la confiance au gouvernement Philippe alors? Mais je ne vais pas voter un discours de politique générale porté par un Premier ministre qui dit lui-même être de droite. Moi, j'entends certains de mes amis, y compris l'ancien porte-parole du gouvernement, dire que le premier mois d'Emmanuel Macron est positif. Moi, il m'a semblé quand même qu'il y avait pas mal de couacs pour dire que c'est positif. Et puis positif, où et sur quoi? Je vais vous donner un exemple très concret. Samedi, nous fêtions la 40e année de la marche des fiertés. Et en même temps, puisqu'on aime bien cette expression chez le président Macron, et en même temps, vous avez dans le gouvernement d'Édouard Philippe des ministres, je pense à M. Lemoyne, qui ont eu des propos plus que tendancieux, pour ne pas dire homophobes, au moment de la loi Taubira. Et on se balaye les mains comme ça en disant tout ça va bien. On nous reprochait pendant la campagne de Benoît Hamon de ne pas avoir porté le bilan de François Hollande. J'ai toujours porté le bilan de François Hollande, j'ai toujours tout défendu. Est-ce que pour autant... Non, mais et aujourd'hui, les mêmes socialistes
qui nous faisaient des reproches pendant la campagne présidentielle vont les yeux fermés derrière un Premier ministre qui a voté contre toutes les lois de François Hollande. Elle est où la cohérence, la Brigitte Boucher? Ce que dit Stéphane Le Foll, c'est peut-être essayer de donner une chance au président de la République, qui était quand même ministre. Mais ça, je comprends qu'ils veuillent donner une chance au président et au Premier ministre, puisque eux-mêmes lui ont donné une chance en ne mettant pas de candidat. C'est pas une injure, tant mieux pour lui. Et moi, je félicite son élection. Je comprends qu'il soit dans un état d'esprit assez ouvert. Moi, ce que je souhaite aujourd'hui, c'est pas être dans le sectarisme. Vous ne serez pas dans une opposition systématique? Non mais ça... Non mais j'entends certains de mes amis qui disent je veux être la gauche utile, je veux être la gauche constructive. Alors moi je veux être juste la gauche, celle des valeurs qui ont porté des réformes comme celle que j'évoquais sur le mariage pour tous, les 35 heures qu'on va détricoter. Ça ne vous empêchera pas de voter certains textes. Mais non seulement ça m'empêchera pas, c'est ce que je faisais au Sénat, hein, donc je ne vais pas m'inventer une nouvelle posture. Au Sénat, je votais des textes avec la droite quand ça allait dans le sens de l'intérêt général. Voilà, aujourd'hui il faut savoir où nous nous situons. On se situe dans l'opposition. Et je me félicite sincèrement de la tenue des débats que nous avons eus au Conseil national, des débats structurés, avec de belles interventions. Certains pensaient qu'on allait se crêper le chignon. Bah non, en fait, désolé, non. On a juste, chacun été dans le même sens. Et il y a eu un texte très largement voté, voilà, et adopté, qui dit clairement que nous sommes dans l'opposition. Après, si quelques-uns de mes amis au groupe socialiste, peu nombreux, venaient à faire quoi? Bah, tout simplement à faire l'engagement qu'ils ont pris auprès de leurs électeurs, qu'ils ont choisi. Moi, je ne vais pas demander à des députés qui, dans leur campagne, ont dit ce qu'ils allaient faire, de devenir parjure. On sort d'une période d'élection présidentielle, on a eu affaire qu'à des parjures. Ça veut dire quoi? Moralité. David Donc, à un moment donné, moi, je dis à Guillaume mes Garot, camarades, Olivier Dussopt, ces députés qui veulent voter la confiance, est-ce qu'ils ont quand même leur place au groupe PS? eh ben, ces députés qui veulent voter la confiance, moi, je vais encore essayer de les convaincre au moins de s'abstenir. Après, je l'ai dit à la tribune du Conseil national, parce que moi, vous voyez, je m'exprime pas que dans les médias, je m'exprime aussi au Parlement du parti. Je m'exprime pas dans les couloirs avec vos confrères sans monter à la tribune dire ce que je pense. Donc moi, je l'ai dit à la tribune du Parti socialiste que ceux-là, évidemment, je regretterais leur choix, mais en même temps, je comprends, ils se sont engagés. Donc moi, je me suis engagé à voter contre. Donc je vais pas moi-même être parjure sur une élection qui a vu ma victoire ou qui a vu la leur. Après, si on arrive à un compromis, si on veut vraiment l'unité de tout le groupe, bah pourquoi pas faire tous un pas en avant? Chiche, allons tous sur l'abstention. Mais on ne le fera pas. Donc à un moment donné, il faut arrêter de se mentir. Chacun fait ce qu'il a à faire. Le Parti socialiste, il est très clair. Nous sommes dans l'opposition. Voilà. Alors justement, le Parti socialiste... 3 sur 31, c'est ultra minoritaire quand même. C'est vrai qu'après une lourde débâcle à la présidentielle et aux législatives, c'est la survie du PS qui est en jeu. Ludovic Faux, l'élection d'Emmanuel Macron agit comme une bombe à fragmentation qui continue de produire, on pourrait le dire, ses effets. Oui, en 2015, François Hollande avait averti la gauche et le PS. La dispersion, c'est la disparition. Et bien 2 ans plus tard, cette formule sonne comme une prophétie. Et dans les prochains jours, 3 rendez-vous pourraient encore contribuer à la dispersion du Parti socialiste. D'abord, les initiatives individuelles ou collectives fleurissent, comme si le vieux PS ne pouvait plus servir de cadre commun à la réflexion. Samedi, Benoît Hamon lancera par exemple un mouvement transpartisan de gauche. Ensuite, le discours de politique générale du Premier ministre le 4 juillet devrait confirmer l'absence de ligne commune. On en parlait il y a un instant avec Luc Carvounas. La plupart des députés socialistes s'abstiendront ou voteront contre la confiance au gouvernement, mais quelques-uns voteront pour. Ce sera notamment le cas de Guillaume Garot. Et d'ici là, à l'Assemblée, certains d'entre eux, comme Olivier Dussopt et David Habib, auront peut-être rejoint un nouveau groupe pro-Macron dont devrait faire partie Manuel Valls, qui a, lui, rompu les amarres avec le Parti socialiste. Alors, s'il est encore possible, la reconstruction du Parti socialiste va quand même prendre du temps? Oui, c'est d'ailleurs pour ça que le congrès qui était prévu à l'automne prochain aura finalement lieu plus tard, peut-être au printemps 2018. Et plus qu'un congrès de reconstruction, ce congrès devra être celui de la refondation. Car cette fois, contrairement à ce qui s'est passé en 1993 ou en 2007 par exemple, le PS ne peut pas se contenter d'attendre l'alternance. À l'époque, le pouvoir passait de la gauche à la droite et de la droite à la gauche, mais la République en marche d'Emmanuel Macron a brisé peut-être durablement cette mécanique. Quoi qu'il en soit, le PS traverse aujourd'hui ce que les politologues appellent une crise d'effondrement. La dernière de ce genre avait été fatale à la SFIO et avait abouti à la naissance du Parti socialiste de François Mitterrand. Ce cycle-là est fini.
Plus encore que sa ligne politique, c'est sa doctrine même que le Parti socialiste doit refonder pour se prouver à lui-même et aux électeurs qu'il a encore une raison d'être. Cela prendra forcément du temps. En tout cas, si le Parti socialiste se contente de miser sur un éventuel échec d'Emmanuel Macron pour renaître de ses cendres, il prendra le risque de faire la démonstration qu'il est devenu inutile à la France et aux Français. Merci Ludovic Faux pour ces précisions. Est-ce que le PS, Luc Arvounas, peut renaître de ses cendres ou ce sera un nouveau cycle finalement comme après Épinay? Moi d'abord je ne souhaite pas l'échec du président de la République, ça veut dire l'échec de la France. Hein. Et comme on a affaire à un président PDG, il va ramasser les dividendes de la politique qu'on a menée pendant 5 ans, on en a parlé sur les emplois. Donc je pense que les choses vont aller, je le souhaite pour tous celles et tous ceux qui nous regardent, dans le bon sens. Après, le PS... il est loin d'être mort. D'abord, en vous écoutant, je prenais mon pouls pour voir si j'étais en train de mourir. Je vais très bien, je vous rassure. Et au-delà de la boutade, le PS, c'est... il est un peu en état de mort clinique quand même, ce PS-là. 40 départements, plus de 1000 collectivités de plus de 10 000 habitants, des grandes régions, au moins 4, dont l'Occitanie. Et des députés divisés par 10, hein, par rapport à 2012. Des députés divisés par 10, vous avez raison. Et c'est pour ça que ces députés et ces sénateurs, qui sont peu nombreux, somme toute, doivent s'appuyer sur les territoires dirigés par la gauche française. Moi, je ne parle pas que du PS. Moi, je parle de la gauche française, celle avec qui nous dirigeons les écologistes, les communistes, les radicaux, les citoyens. Mais est-ce qu'il ne faut pas redéfinir la ligne? Il y a un problème de Bien sûr qu'il faut non seulement redéfinir la ligne, savoir ce que nous voulons dans les années à venir, savoir avec qui nous voulons le porter. Pendant trop longtemps, on s'est laissé bercer par toutes les élections intermédiaires que nous gagnions. Ça tombait bien, on avait des villes, on avait des élus, mais on se posait jamais la question de comment on voulait diriger le pays ensemble. Bah, on l'a vu, hein, comment on voulait diriger le pays ensemble, ça tirait à U et à dia. Donc il faut qu'on fasse réellement ce travail introspectif sans couper des têtes. Hein. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est encore une fois... s'il y a certains d'entre nous qui souhaitent franchir le Rubicon et être plus que pro-Macron... On a l'impression qu'il y a toujours deux PS, un qui s'inscrit dans le réel et puis l'autre qui est plus utopiste. Non, vous pouvez pas dire ça, hein, parce que, encore une fois, je représente une génération qui a les mains dans la glaise. Moi, je suis un maire, hein, j'ai été un élu local pendant 16 ans. Je suis confronté, quand on parle des problèmes économiques, aux questions de logement, de services publics, de pouvoir d'achat, de nos administrés au quotidien. Hein. Je viens pas descendu du ciel, posé au milieu d'une circonscription pour essayer de devenir député. Moi, je me suis construit dans le territoire dans lequel je suis né, où je vis. Donc, il n'y a pas d'abstraction. Par contre, on a besoin de bosser. Et moi, ce que j'ai dit samedi dernier, c'est que celles et ceux qui aspirent à être dans cette direction collégiale, c'est pas entrer dans une direction pour avoir un petit pins de plus ou une barrette sur l'épaule supplémentaire. C'est pour travailler à la reconstruction du PS. Il faut bosser. Et moi, je l'ai dit à la Vous voulez participer à cette direction collégiale? Je l'ai dit que je souhaite évidemment participer à cette direction collégiale. Qui pourrait être à vos côtés dans cette direction collégiale? Toutes celles et tous ceux qui ont envie d'être candidats et surtout pour travailler. Mais je l'ai dit aussi samedi après-midi, hein, toutes celles et tous ceux dont le seul axe sera de l'abnégation et un sacerdoce pour reconstruire la gauche. Pas un toboggan, une rampe de lancement pour être candidat, je ne sais à quelle élection présidentielle, je ne sais à quelle refondation. Si on est collégial, avec des hommes et des femmes qui ont montré qu'ils savaient gagner leur région, gagner leur siège au Parlement, gagner leur ville, évidemment, je ne mets pas de côté celles et ceux qui ont échoué, même si c'est plus difficile en termes de renouveau, il faut les associer. Mais il faut à un moment donné que ceux qui vont prendre à bras-le-corps cette reconstruction, ils le prennent en donnant tout de leur personne, tout de leur détermination pour qu'on ait une chance que cette reconstruction réussisse. Merci Luc Arvounas d'avoir été avec nous ce matin, député socialiste du Val-de-Marne. Très bonne journée à vous.